cette situation-là? Bon, ça peut se comprendre, à mon avis, très aisément, hein, dans la mesure où la coalition Benno Bokk Yakaar est une coalition qui regroupe des partis politiques de très grande envergure. C'est une coalition qui a été mise en place au service du départ du président Wade du pouvoir, qui a rempli sa mission originelle et qui a essayé de se trouver un autre motif d'existence à travers la gestion concertée du pouvoir. Mais une certitude demeure, c'est que à l'approche des élections locales, les ambitions des uns et des autres s'expriment de façon très claire, de façon très nette. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut savoir qu'en 2009, ce sont certains partis de la coalition Benno Bokk Yakaar, partis dont on disait d'ailleurs autrefois qu'ils représentaient l'opposition significative, qui avaient remporté les élections locales dans le cadre d'une coalition qui s'appelait Benno Siggil Sénégal et qui avait gagné les élections dans la plupart des grandes villes du Sénégal. Le parti du président de la République, l'APR, avait participé à ces élections, soit en présentant des listes de façon séparée dans telle ou telle localité, soit en participant carrément à la coalition Benno Siggil Sénégal. Et puis on s'est rendu compte que, à quelques rares exceptions près, chaque fois que le parti présidentiel avait présenté une liste séparée dans une localité, bien le parti présidentiel avait, enfin à l'époque ce n'était pas le parti présidentiel, mais l'APR avait des scores assez faibles. Hein. Et donc la coalition s'appelait Dekkal Ngor. Tout à fait, tout à fait, exactement. C'était la coalition Dekkal Ngor, hein, qui avait des scores assez faibles chaque fois qu'elle avait présenté une liste séparée en dehors de Benno Siggil Sénégal. Mais enfin, après le scrutin, lorsqu'il a fallu élire les maires, naturellement, ce sont d'abord et avant tout le Parti socialiste et l'AFP de Moustapha Niasse qui avaient su tirer leur épingle du jeu. Maintenant que le parti du président de la République, l'APR, est arrivé au pouvoir, l'APR contrôle le pouvoir exécutif, bien sûr, l'APR contrôle le pouvoir législatif dans le cadre de cette coalition, cette grande coalition qui est la coalition Benno Bokk Yakaar, et l'APR est tout à fait désireuse de contrôler le pouvoir local. Seulement, eh bien, l'APR se trouve en face de maires, de présidents de conseils ruraux qui étaient là depuis 2009 et qui estiment qu'ils ont fait de leur mieux, qu'ils ont bien travaillé et qui sont désireux de continuer un peu l'aventure avec leurs administrés. Et c'est là la source de tous les problèmes. C'est-à-dire que ces gens-là ne veulent pas céder la place, en tout cas, ils ne veulent pas le faire ils ne le font pas, en tout cas, ils ne sont pas tentés de le faire de bonne grâce, alors que l'APR a une sorte de boulimie, hein, qui peut se comprendre, hein, parce que c'est un parti qui contrôle le pouvoir exécutif. Absolument. Or, dans les démocraties des tropiques, c'est une ambition tout à fait naturelle, tout à fait légitime. Dans les démocraties des pays d'Afrique noire francophone, lorsqu'on contrôle le pouvoir exécutif, eh bien, on voudrait bien qu'il y ait un effet d'entraînement qui fait que finalement on va contrôler aussi bien le pouvoir législatif que le pouvoir à l'échelon local. Finalement, donc, les partis, les états-majors mettent en avant les intérêts, des intérêts politiques, alors en oubliant peut-être le caractère local. On le répète souvent, on est en face d'un scrutin local où la parole revient aux populations à la base. C'est vrai, c'est un scrutin local, ça on le dit, hein, mais en réalité, un scrutin municipal, c'est un scrutin très important pour un gouvernement en place. Le scrutin local a forcément une dimension nationale. On l'a vu d'ailleurs tout récemment avec les élections municipales qui se sont déroulées en France. Oui. Le Parti socialiste au pouvoir a perdu 155 villes. Hein, ça a été une défaite indéniable du Parti socialiste français à la récente élection municipale en France. Et le président François Hollande en a tiré les conséquences. On a vu que cette défaite du Parti socialiste aux élections locales a entraîné un changement de Premier ministre, a entraîné la nomination d'un nouveau gouvernement, ce qui veut dire qu'une élection locale a forcément des enjeux nationaux. Hein. Le président de la République, au Sénégal, après les élections municipales du 29 juin, sera obligé de tirer toutes les conséquences du résultat du scrutin. Quels que soient les résultats?
Je le pense, je le pense. Hein. Je vois mal le président Macky Sall faire comme si de rien n'était et considérer que les élections locales ont un enjeu national. De toute façon, d'après ce qu'on lit dans la presse, il est question d'éventuelles sanctions de militants du parti présidentiel qui feraient du forcing et qui finalement empêcheraient la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je vois mal le président Macky Sall faire comme si de rien n'était. Il sera encore une fois obligé de tirer toutes les conséquences politiques de sa victoire aux élections locales ou de son éventuelle défaite, ce que je ne lui souhaite pas, bien sûr. Oui. Alors, il se dit même qu'il n'est pas content actuellement de certains membres de son gouvernement. C'est ce que se dit dans la presse également. Oui, c'est ce qui s'est dit dans la presse. Il est évident que c'est une question importante pour lui. Ça, c'est indiscutable. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion pour le parti présidentiel, pour le président de la République, d'avoir une sorte de baromètre pour voir un peu si les Sénégalais sont ou non contents de l'action qu'il a eu à mener depuis son élection le 25 mars 2012. Mais une certitude demeure, hein, c'est que ça ne va pas être facile, puisque la coalition Benno Bokk Yakaar aujourd'hui est confrontée à de réelles difficultés par rapport à la constitution des listes, par rapport aux investitures, parce que, bien sûr, on fait semblant d'être d'accord, hein, de procéder à une gestion concertée, consensuelle du pouvoir, mais en réalité, hein, moi je vois mal comment la coalition Benno Bokk Yakaar sortirait indemne de ces élections-là. On le voit dans certaines localités, Benno Bokk Yakaar, c'est les partis majeurs de la coalition, mais sans le Parti socialiste. Dans d'autres localités, ce sont les partis majeurs de la coalition, mais sans l'APR. Alors finalement, ça peut être de nature à désorienter les électeurs. Dans certaines localités, il y en a des responsables qui vont directement avec l'opposition. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, le président, semble-t-il, a déconseillé ou a même intimé l'ordre à ses troupes de ne pas s'allier dans le cadre des investitures avec les partis de l'opposition. Mais enfin, c'est très compliqué parce qu'en réalité, on veut faire partir des gens qui étaient là, qui estiment qu'ils ont fait du bon travail, qui ont le souci de vouloir continuer. On veut les faire partir dans le cadre d'une logique tout simplement qui veut que le parti qui détient la réalité du pouvoir exécutif est également soucieux de détenir la réalité du pouvoir local. Mais enfin, je crois que la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est mon avis, hein, je peux peut-être me tromper, est une coalition condamnée, hein, parce que les intérêts divergents finissent toujours par avoir raison, des mariages de raison. Absolument. On voit d'ailleurs dans certaines localités qu'il y a des chocs. À Dakar, on le voit. Khalifa Sall du PS qui voudrait rempiler. À Guédiawaye, il y a Malick Gakou et Aliou Sall qui prennent position carrément. Ailleurs, à Saint-Louis également, on le voit, Cheikh Bamba Dièye, membre de la coalition qui fait face à M. Mansour Faye de l'APR. Alors, est-ce que dans ces conditions-là, vous pensez que cette volonté des responsables de haut plan de Benno Bokk Yakaar de conserver cette coalition et dans ces conditions-là, donc, est-ce que cette volonté de maintenir la coalition au-delà des locales est possible? Ça va être très difficile. Ça va être très difficile, hein, de recoller les morceaux une fois que le scrutin aura eu lieu. Pour cette raison précise, vous l'avez évoqué, hein, on ne peut pas, de manière crédible, s'adresser à des électeurs et puis leur dire que de toute façon, le candidat que vous élirez sera un candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, sachant que de cette coalition Benno Bokk Yakaar sont sortis au moins 3 candidats. Hein. Vous avez donné l'exemple de Saint-Louis, vous avez donné l'exemple de Guédiawaye. Il est évident que les partis d'opposition, l'opposition classique, et l'opposition classique actuellement, c'est le Parti démocratique sénégalais, se délecte de tout ça. Hein, et le Parti démocratique sénégalais, avec ses alliés, hein, puisque on s'organise aussi de l'autre côté, le Parti démocratique sénégalais pourrait un peu tirer les marrons du feu. Hein. Donc c'est très risqué
tout ça, à force de vouloir, j'allais dire, mettre en avant les ambitions personnelles au détriment de la volonté de construire quelque chose ensemble de manière collective dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar, on risque, je pense, hein, de faire un peu le jeu de l'opposition. Il y a un autre aspect qui est toujours au sein de cette coalition que j'aimerais analyser un peu avec vous, c'est qu'elle renferme cette coalition en son sein des présidentiables ou des gens présentés comme de potentiels candidats aux prochaines élections présidentielles. Je veux nommer Malick Gakou, je veux nommer Khalifa Sall, on va le dire comme ça. Il y a aussi Cheikh Bamba Dièye qui a été candidat à l'élection présidentielle. Alors, qu'est-ce que cela vous donne comme grille de lecture? Est-ce que vous pensez comme ceux qui disent que, en vérité, dans cette coalition, il y a une sorte de primaire en vue des présidentielles de 2017? Je dirais tout simplement que le résultat qui sortira du scrutin du 29 juin prochain aura une incidence certaine sur ce que sera le résultat de l'élection présidentielle de 2017, au moins au premier tour. Hein. Pourquoi? Parce que, naturellement, si ces messieurs dont vous parlez, ces hommes politiques d'envergure, c'est le cas de le dire, parviennent à faire de bons résultats, le maire de Dakar, tout le monde sait que c'est une personnalité politique avisée, hein, c'est un vieux routier de la scène politique sénégalaise. Il va sans doute présenter des listes avec ses amis, hein, dans la quasi-totalité, semble-t-il, sauf Ngor et Gorée. Il va présenter des listes un peu partout, hein, dans toutes les communes d'arrondissement de Dakar. Hein, je ne sais pas trop par rapport à l'autre, le numéro 2 de l'AFP. Mais en tout cas, si ces gens-là parviennent à faire de bons scores, bien sûr, ça va un peu les motiver davantage. Ils pourront en tirer, je dirais, une certaine légitimité devant les instances de leurs partis respectifs pour prétendre à porter les couleurs de leurs partis respectifs à la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire que aussi bien M. Khalifa Sall que M. El Hadj Malick Gakou, comme vous le dites, à ce moment-là, seront tentés, bien sûr, de tenter leur chance. Hein, et personne ne pourrait leur dénier ce droit-là à ce moment-là, parce qu'ils auront déjà auparavant, j'allais dire, mesuré leur popularité au sein de l'électorat sénégalais. Et dans l'hypothèse contraire? S'ils perdent, ça veut dire que ça va être, s'ils perdent, ce que je ne leur souhaite pas, ce serait moins évident, hein, ça c'est clair. Hein, il est évident qu'une élection locale, c'est une élection locale avec des enjeux nationaux, hein, mais il est préférable de gagner, hein, parce qu'à ce moment-là, on montre qu'on a un enracinement local solide, hein, et cela, bien sûr, peut servir de tremplin à l'expression et à l'éclosion d'une ambition présidentielle tout à fait légitime. Donc dans tous les cas, on peut dire que cette élection-là, ce scrutin local, a forcément un enjeu national. Complètement. Hein. Franchement, je vois mal la possibilité d'émettre un avis contraire. Hein. Ce serait suicidaire d'ailleurs. On l'a vu en 2009, la coalition Benno Siggil Sénégal a remporté haut la main l'élection locale, hein, les élections locales en 2009, je vous l'ai dit, hein, Benno Siggil Sénégal avait remporté la quasi-totalité des grandes villes, je dirais tout le Sénégal utile finalement. Et aux surprises, on voit le Parti démocratique sénégalais, le président Abdoulaye Wade, développer ce que j'appellerais la politique de l'Autriche, hein, faire comme si de rien n'était. C'était alors que c'était le début de la fin. Tout à fait, hein, c'était vraiment le point de départ de tout un processus qui a abouti finalement à la débâcle, à la bérésina du 25 mars 2012 pour le PDS et ses alliés. Donc c'était la politique de l'Autriche, le discours qui était exprimé par les hauts responsables du Parti démocratique sénégalais, c'était que c'est le PDS qui a battu le PDS, les investitures ont été mal faites, le PDS reste le parti dominant, le parti majoritaire. Le président Wade n'en avait tiré aucune conséquence. Il n'y a pas eu de changement de politique, il n'y a pas eu de changement de Premier ministre. Le président Wade, d'ailleurs, on se souvient que c'est
après les locales de 2009 qu'il avait nommé son fils Karim Wade comme super ministre des infrastructures. C'est à la suite donc de ces élections locales-là, alors même que M. Karim Wade avait perdu l'élection dans son centre de vote, et au point E, et qu'il aspirait sans doute à devenir maire de Dakar. Enfin, ça n'avait pas marché, mais il n'empêche, le président Wade avait fait du forcing, il l'a nommé ministre, il n'a tiré aucune conséquence alors que c'est de la lui-même défaite. le ministre Karim Wade qui était sanctionné Tout à fait, en définitive. Et c'était une politique en réalité qui était sanctionnée, c'était des comportements, des pratiques que les Sénégalais dont les Sénégalais souhaitaient être débarrassés pour de bon, mais le président Wade n'en a tiré vraiment aucune conséquence, et cela, bien sûr, a été fatal au FAL 2012, aux forces alliées qui soutenaient le président Wade lors de l'élection présidentielle de 2012. Donc ces élections, en définitive, ont bel et bien un enjeu national. C'est très délicat pour le parti au pouvoir, qui souhaiterait bien sûr en profiter pour renforcer son enracinement local. On a dit que le président Macky Sall a eu à faire le tour du Sénégal à plusieurs reprises, et c'est là l'occasion de montrer que son parti est vraiment enraciné, et pour que son parti puisse maximiser ses chances de le porter à nouveau à la présidence de la République à l'élection présidentielle de 2017, il faudrait bien sûr avoir un maillage local du territoire avec des maires un peu partout au Sénégal, des maires étiquetés APR. Mais est-ce que ce maillage-là est évident dans un contexte où le président lui-même, chef de ce parti, met plutôt la patrie devant le parti? Bon, ça c'est la tonalité du discours officiel. Je me demande si ça correspond toujours à la réalité des choses. Je veux dire, un parti politique est créé au service d'un objectif bien déterminé. Être porté au pouvoir et s'arranger pour durer le plus longtemps possible au pouvoir. Et donc, le président de la République n'est pas né de la dernière pluie. C'est un homme politique confirmé, un homme politique avisé, qui a un itinéraire politique respectable, que tous les Sénégalais respectent. Il s'est battu à un moment où certains le donnaient pour mort politiquement. Il s'est battu comme il a pu, et il a été constant, en tout cas durant tout son parcours d'opposant. Et cela a finalement porté ses fruits. Je ne pense pas qu'après avoir consenti autant de sacrifices, le président Macky Sall a intérêt à ce que son parti ne soit pas, j'allais dire, outillé pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. Donc la patrie avant le parti, tonalité du discours officiel, mais enfin, cela n'empêche pas, chaque fois qu'on peut avantager son parti pour prendre un peu, j'allais dire, le pas sur les autres grands partis de la coalition Benno Bokk Yakaar, dans la perspective des présidentielles de 2017, je ne vois pas pourquoi il hésiterait. Très bien. Alors, au-delà de la coalition, une lecture doit aussi être faite sous l'angle des rapports de force, opposition-pouvoir. Aujourd'hui, on a une opposition qui entend faire de ce scrutin un enjeu national, d'ailleurs, jouant un peu sur le contexte socio-économique. Est-ce que vous pensez que ce contexte-là que l'opposition convoque va être déterminant dans l'issue du scrutin? Alors, le contexte socio-économique, ça dépend. Il y en a qui trouvent leur compte dans les politiques qui sont menées par le président Macky Sall. Il y en a d'autres, au contraire, qui estiment que les choses n'ont pas bougé fondamentalement depuis l'élection du président Macky Sall. Donc chacun va voter en fonction, je crois, de sa situation personnelle. Enfin, moi, je ne crois pas d'ailleurs à ces meetings grandioses qui sont organisés avec d'innombrables personnes qui viennent y assister. En général, d'ailleurs, on a le sentiment que ce sont les mêmes personnes qui assistent à tous les meetings. La seule vérité qui compte, finalement, c'est la vérité des urnes. Je ne sais pas ce qui sortira des urnes au soir du 29 juin 2014, mais il est évident que le contexte économique, bon, d'aucuns disent que
il n'y a pas eu de très grands changements. Il y en a d'autres, par contre, qui estiment que certaines choses vont dans la bonne direction. Enfin, il y a eu la baisse du coût du loyer, même si on peut toujours s'interroger sur la méthode. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, dans toutes les élections qui se déroulent dans tous les pays du monde, de toute façon, la situation économique joue un rôle important dans le choix de l'électeur. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Si les électeurs ne sont pas contents de la situation politique, économique d'ensemble, à ce moment-là, bien sûr, cela risque de se voir lors du dépouillement. Alors, en attendant, on va suivre la confrontation sur le terrain politique. Dans l'analyse, toujours, on verse l'arrivée annoncée de l'ancien président Abdoulaye Wade dans quelques jours là. Alors, est-ce qu'à votre avis, cette arrivée de Wade, comme on l'avait vu d'ailleurs avant qu'il ne soit élu président de la République en 1999, est-ce que vous pensez que le contexte de l'époque est celui d'aujourd'hui? Est-ce qu'il va apporter grand-chose à son parti présentement? Alors, à l'évidence, le contexte n'est pas le même. Bien sûr, 1999, le Parti socialiste était au pouvoir depuis 39 ans. Le président Wade, après un exil d'une année en France, rentrait triomphalement à Dakar en tant que candidat à l'élection présidentielle. Le président Wade aspirait à devenir président de la République et il était porteur d'espoir, notamment d'espoir de toute une frange de la jeunesse sénégalaise. Il a été élu en l'an 2000 par les jeunes, enfin les moins de les 18-25 ans, on va dire, qui avaient voté massivement pour lui en l'an 2000. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Et puis les gens étaient sortis spontanément à l'époque. Franchement, bon, il n'y avait pas... on n'avait pas besoin d'appeler les gens à venir l'accueillir. Exactement. Il n'y avait pas besoin d'utiliser la méthode des majorités Ndiagandiaï, quoi, ou de l'accueil par voie de car Ndiagandiaï. Les gens étaient sortis spontanément. Qu'est-ce qui va se passer mercredi prochain? Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, une certitude demeure, c'est que le contexte est différent. Le président Wade, aujourd'hui, c'est un ancien président de la République, c'est un ancien chef d'État, donc je veux dire, il n'a pas les mêmes ambitions qu'en 1999. Là, il sera soucieux de faire en sorte que son arrivée serve, je dirais, de catalyseur à l'union de tous les fils et les filles du PDS, ce qu'il appelle de ses voeux, puisque actuellement c'est une famille politique qui est complètement sonnée, complètement, j'allais dire, qui est dans une situation un peu de déliquescence, c'est le cas de le dire, pour un tas de raisons, parce qu'ils ont perdu le pouvoir, parce que bon... ils subissent les foudres un peu de la justice sénégalaise. Mais enfin, l'arrivée du président Wade, incontestablement, va permettre de remobiliser les troupes. L'arrivée du président Wade va permettre de, j'allais dire, aux militants et aux militantes, aux sympathisants du Parti démocratique sénégalais de requinquer leur morale et dans la perspective. Et ça va peut-être même faciliter les investitures pour les élections locales du Parti démocratique sénégalais. Le président Wade a le droit de venir au Sénégal quand il veut. Il n'est pas interdit de séjour au Sénégal. C'est un citoyen ordinaire. Et puis, bon, très souvent, on dit que il devrait faire comme le président Diouf, comme le président Senghor, se retirer, se tenir à carreau, ne pas parler de la situation politique intérieure au Sénégal. Mais enfin, ce n'est écrit nulle part que le chef de l'État sortant, enfin le chef de l'État qui a perdu les élections, ne doit plus avoir son mot à dire par rapport à la situation socio-économique du pays. Ce n'est écrit nulle part. La personnalité du président Wade n'est pas la personnalité du président Senghor ou du président Diouf. Le président Wade n'a pas le même style que le président Diouf ou le président Senghor. Et puis, de toute façon, le président Wade, on le connaît, on sait que c'est un homme d'action. Il a dédié toute sa carrière à la vie politique. Il aime ça et il entendra encore s'en donner à cœur joie pendant son séjour au Sénégal. Mais pas peut-être au point de gêner le président en exercice actuellement. Voilà, il faudrait que tout ça se fasse dans les règles de l'art. Il faudrait que tout ça se fasse dans le cadre de la légalité. Il faudrait que cela se fasse dans le cadre du respect qui est dû
à la dignité de la fonction présidentielle, hein, il faudrait qu'il s'impose, je dirais, une certaine réserve par rapport à la dignité que doit lui imposer la fonction de président de la République, qui n'est plus occupée par lui-même, hein, mais qui est occupée par un autre candidat, enfin par une autre personnalité qui est dépositaire des suffrages des Sénégalais. Alors aujourd'hui, nous, on reste dans l'analyse purement politique, on le voit, vous l'avez dit tout à l'heure, on va vers une unité d'action de cette opposition-là, parce qu'on a eu un clin d'œil du PDS aux autres forces de l'opposition. Alors, est-ce que vous pensez que ça va peser sur la balance? Qu'est-ce que ça peut coûter à la coalition actuelle au pouvoir? Naturellement, l'union fait la force. L'union fait la force. Tout parti politique qui se divise perd ses forces. Toute coalition qui se divise perd ses forces. Vous savez, ça peut embrouiller l'électorat. Le fait d'annoncer, enfin, Benno, c'est un mot fort, hein, c'est l'union. Hein, en Wolof, ça a encore une charge, j'allais dire, beaucoup plus forte. Hein. Benno Bokk Yakaar, hein, unis avec le même espoir, c'est quelque chose de fondamentalement fort. Hein. Maintenant, si l'électeur a le sentiment que ça reste dans le discours, mais qu'en réalité, les composantes de Benno Bokk Yakaar ne sont mues que par le pouvoir et ses attributs, alors à ce moment-là, les électeurs seront enclins de faire payer ça très cher aux animateurs de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il est évident que si le président Wade parvient à reconstituer l'unité entre toutes ces forces aujourd'hui disparates qui sont issues des flancs du Parti démocratique sénégalais dans le cadre d'une grande coalition, eh bien si en face l'unité n'est que de façade, naturellement la coalition Benno Bokk Yakaar aurait à ce moment-là beaucoup de soucis à se faire. Mais on convoque également dans l'analyse, dans les faits, cette autre affaire, Karim Wade, qui met en avant son fils, lui, le président Abdoulaye Wade. Alors, les gens même disent qu'il est de retour moins pour galvaniser les troupes au sein du PDS que pour assister son fils aujourd'hui en procès dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Oui, il y a une part de vérité, hein, mais il est évident que la seconde préoccupation, c'est-à-dire tirer d'affaire son fils biologique, la seconde préoccupation est intimement liée à la première préoccupation, galvaniser les troupes, comme vous dites. Parce que si le président Wade, le PDS, les alliés du PDS parviennent à mettre, j'allais dire, à créer un rapport de force, alors à ce moment-là, je ne dis pas qu'il faille faire pression sur la justice, mais enfin, bon, je dirais, ça peut avoir ça peut constituer une réponse politique. Un certain intérêt sur le plan politique. Et vous savez, hein, bon, on fait de la politique pour exercer le pouvoir. Hein. Si jamais le PDS et ses alliés parviennent à revenir au pouvoir, on l'a vu en Ukraine, hein, comment il s'appelle encore, Yulia Tymoshenko, elle a été emprisonnée pendant tout le mandat de Viktor Yanukovych. Et dès lors que le président Yanukovych a pris la fuite sous la pression de la rue, hein, l'Assemblée nationale a tout de suite voté une résolution demandant la libération immédiate de Yulia Tymoshenko, hein, qui a finalement été libérée d'Ardar. Hein. Donc on fait de la politique pour avoir le pouvoir. Et une fois qu'on a le pouvoir, bien sûr, on peut espérer atteindre d'autres objectifs. Alors, justement, dans ce dossier, Karim Wade, où vous, en tant que juriste et spécialiste des sciences politiques, où est-ce que vous vous situez entre une affaire dite politique par certains, qualifiée de politique par certains, et de judiciaire tout court par une autre partie? Qu'est-ce que cela vous donne comme analyse? Ce qu'on pourrait appeler l'affaire Karim Wade est une affaire assez délicate, assez sensible. Ce que je peux dire à ce propos, c'est que M. Karim Wade est un citoyen sénégalais, hein, justiciable de la justice sénégalaise comme n'importe quel autre Sénégalais, mais M. Karim Wade a également droit aux garanties judiciaires fondamentales dans le cadre d'un état de droit.
Et là, je pense au principe fondamental du respect des droits de la défense. Et sur ce plan-là, il n'y a pas lieu de transiger, hein, pas question de transiger par rapport au principe du respect des droits de la défense. Monsieur Karim Wade a été homme d'État dans ce pays.